Bonjour, bienvenue dans l'émission 100% Congo, palabrement possible. Nous allons palabrer sur le thème Un autre Congo est-il possible? Mon invité, c'est Monsieur Sosten Samba, qui n'est plus à présenter. Je lui laisse notamment le plaisir lui-même de se présenter envers vous qui nous suivez. Bonjour Monsieur Sosten Samba. Bonjour Monsieur Lévin et merci de m'avoir invité dans les locaux de votre chaîne et sur cette émission que je suivais déjà depuis le Canada. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous rencontrer finalement en personne. Et c'est très simple. Sosten Kongodila Samba, c'est un compatriote congolais. Je suis président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge. Secrétaire général à la Fédération de Brazzaville, chargé des collectivités locales et des questions électorales du CNR. Et je suis aussi conseiller en redressement financier. Et, en gros, c'est ça, et proche collaborateur du révérend pasteur Anthony. On aimerait savoir aussi que représente le révérend Toumi pour vous et quels sont les rapports que vous avez, vous, avec lui. Le révérend pasteur Anthony est un homme de paix. Le révérend pasteur Anthony est un humaniste. Le révérend pasteur Anthony, c'est un collaborateur. Vous savez, il a fait l'histoire de notre pays, il continue à faire l'histoire dans notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est un homme que j'ai rencontré à plusieurs occasions, avec qui j'ai eu des très bonnes discussions. Donc c'est un homme de paix, c'est un humaniste, il est le président fondateur du CNR, du Conseil national des républicains. Donc comme je dis, M. Lévin, c'est l'un de mes plus proches collaborateurs. Mais il y a des compatriotes qui aimeraient notamment que vous puissiez aussi nous éclairer la lanterne parce que beaucoup m'ont posé cette question et ils m'ont notamment demandé que je puisse vous poser cette question. Monsieur le révérend Toumou, est-ce que c'est un résistant ou c'est un rebelle? Laissez-moi rire un peu. On va essayer, pour ne pas refaire l'histoire, mais je vais essayer de répondre à cette question. Le révérend pasteur Anthony n'est pas un rebelle. On va essayer de recadrer les mots dans leurs circonstances. Un rebelle, c'est quelqu'un qui a fait partie d'un mouvement, d'un système, et qui s'est rebellé, qui est plus content par rapport à ce qui s'est passé. Le résistant, c'est celui-là qui a été attaqué, mais qui résiste. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre dans l'histoire du Congo ou même à travers le monde. Donc, le révérend pasteur Anthony n'est pas un rebelle, mais c'est un résistant. Il a commencé cette résistance, le monsieur n'avait que 33 ans. Vous savez comme moi, monsieur Lévin, dans notre pays, le Congo-Brazzaville, un jeune de 33 ans, quelles sont ses responsabilités? À moins que ça change en 2019, mais à l'époque, à 33 ans, le jeune Congolais habite encore chez ses parents. Il était à la charge de ses parents. Donc, imaginez-vous un enfant de 3 ans, un adulte de 33 ans au Congo-Brazzaville qui devient rebelle. Il n'a jamais été militaire, le révérend pasteur Anthony. Il n'a jamais tenu des armes à 33 ans. C'était un résistant. Le plan Mouebara qui a été ficelé dans les locaux de Mpila avait commencé son cours en 1997 avec le feu Bernard Kolela. Ntoumi, avec d'autres Congolais du Sud, plus précisément dans le pôle, ne voulait pas laisser le régime de Brazzaville de 1998 décimer toute la population du pôle. Donc, c'était des jeunes, avec tant d'autres jeunes, que sans leur autorisation, je ne peux pas citer leur nom, mais il y en a des plus connus quand même, qui ont résisté. Donc Toumi était parmi ces jeunes-là.
Donc, parmi le mouvement, il a eu une vision, il a eu une mission que Dieu lui avait confiée. Dieu m'a dit, si nous ne nous levons pas, le pôle va être décimé. Voilà d'où est partie la résistance de Ntoumi. Donc ce n'était pas une rébellion. Parce que comme je l'ai dit, un rebelle, c'est celui-là qui vient d'un mouvement, qui se rebelle parce que ce qui se passe au sein de ce mouvement ne le convient plus, ou il n'est plus d'accord avec la politique ou les idées de ce mouvement-là. Mais à vous entendre parler, vous dites que Ntoumi a reçu de la part du divin, notamment de l'Éternel, qu'il fallait se battre pour éviter notamment au département du Poul des désastres. Mais on aimerait savoir, Ntoumi, à cette époque, il était qui envers Bernard Kolela? Est-ce que c'était un charlatan? Parce qu'il y a des ragots qui notamment relatent qu'à cette époque, Ntoumi était l'un des charlatans du feu de fin Bernard Kolela. On aimerait que vous puissiez notamment éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Comment ils étaient avec Bernard Kolela à cette époque? Merci beaucoup. À l'époque où Bernard Kolela était au zénith de la politique du Congo, maire de la ville de Brazzaville, le premier opposant à la dictature du Congo-Brazzaville, on n'entendait même pas parler du révérend pasteur Ntoumi. Il n'y a jamais eu une quelconque ramification ou une collaboration à cette époque-là entre Bernard Kolela et Frédéric Binsama Ntoumi. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus à cette époque-là. Donc, que les uns et les autres disent que le révérend pasteur Ntoumi était un ragot ou un charlatan aux côtés de Bernard Kolela, c'est archi faux. Ça, c'est mal connaître l'histoire de notre pays. C'est vraiment mal connaître l'histoire de notre pays. Mais c'est dommage. C'est dommage que les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas réellement leur histoire. Parce que tout ce que nous racontons, que ce soit dans les médias, que ce soit de bouche à oreille, ce sont des propos qui viennent de certaines personnes de la mouvance même de Brazzaville qui veulent discréditer l'homme politique du pôle. Donc, Ntoumi n'a jamais été le charlatan aux côtés du feu Bernard Kolela. Mais on aimerait aussi savoir, est-ce que vous croyez que Ntoumi est un mal nécessaire ou un danger pour la République du Congo? Monsieur Levin, Ntoumi est un mal nécessaire ou un danger pour la République du Congo? Ntoumi est un compatriote congolais comme tous les autres Congolais. J'ai eu la chance de rencontrer cet homme que certains ont dépeint d'une mauvaise manière. Il ne peut pas représenter un danger pour le Congo ni pour le pôle. Ntoumi n'a pas d'armes et il n'en avait pas non plus à 33 ans. La seule personne qui incarne le danger au Congo-Brazzaville, c'est celui-là qui a des armes, qui a l'armée avec lui, qui peut décider ou qui peut souffler le chaud et le froid en même temps. Mais Ntoumi n'a pas le monopole de la paix ou de la guerre au Congo-Brazzaville. Donc il ne représente aucunement un danger pour le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous avions comme vu, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a une certaine tendance de l'opposition locale qui parle en mal du révérend pasteur Ntoumi. C'est ce qui crée un peu l'ambiguïté dans la tête de la population. Et nous savons ces gens-là c'est qui. Donc ce n'est pas un mal pour le Congo-Brazzaville et il n'a pas le monopole de la paix ni de la guerre au Congo-Brazzaville. C'est un citoyen comme tout d'autres qui a ses responsabilités, qui a ses devoirs et qui mène bien sa vie paisiblement. Il y a eu notamment des atrocités guerrières dans le Poul et aujourd'hui il y a un cessez-le-feu dans ce département. Mais est-ce que vous croyez à la sincérité du révérend Ntoumi de pouvoir se battre pour que la paix soit pérenne dans ce département?
Je salue déjà l'idée de cette paix parce que, Monsieur Levin, je me suis battu. Je me suis battu corps et âme pour cette paix, pour qu'il y ait dialogue dans le pool. Au niveau du Canada où je réside, où je suis basé, nous avions, avec le mouvement Citoyen Carton Rouge, essayé de faire bouger les lignes. Le mouvement Citoyen Carton Rouge et moi-même, qui suis son président fondateur, nous avions vu des institutions au Canada et aux États-Unis pour qu'il y ait dialogue. Je suis le chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, le Canada et États-Unis confondus. Tous ceux qui font de la politique actuellement au Canada, aux États-Unis, m'ont côtoyé de près ou de loin et ont été membres du mouvement Citoyen Carton Rouge. Les images sont là. Donc, le dialogue, la paix, oui, nous la voulons, et cette paix, elle est sincère. Ce n'est pas M. Ntoumi qui va décider si c'est une paix durable ou pas, ou cela doit se pérenniser. La seule personne qui peut le faire, c'est le président de l'administration Nguesso. C'est lui qui a le monopole de la paix. Je suis un opposant, je fais partie de l'opposition constructive. Quand il y a eu la guerre dans le pôle, j'ai appelé les deux parties, donc le révérend pasteur Ntoumi, le président de la République, à aller au dialogue, faire la paix. J'étais le seul opposant à cette époque-là d'appeler au dialogue, et le premier. Si vous regardez les conférences ou les vidéos que j'ai déjà faites, il y en a d'autres qui ont dit que lui, il avait bouffé de l'argent. Mais nous sommes arrivés là, la paix était là, la paix est là. Donc la seule personne, si cette paix doit se pérenniser, c'est le président de la République. Si cette paix va connaître des troubles et des hauts et des bas, c'est le président de la République. Le révérend pasteur Ntoumi n'a rien à voir là-dessus. Mais on aimerait aussi savoir, est-ce que dans le pool, il y a un problème de leadership? À mon avis, selon nos analyses, il n'y a pas un problème de leadership dans le pôle. On parle ici des grands leaders dans le pôle, des grands leaders politiques dans le pôle, notamment Guy Brice Parfait Kolela et le révérend pasteur Ntoumi. Rappelez-vous, en 2016, le révérend pasteur Ntoumi était sorti de Soumouna pour soutenir son frère Guy Brice Parfait Kolela. Donc, oui, d'où est partie même la guerre. Donc, pour le clan au pouvoir en place, les deux leaders du pôle ne doivent pas être ensemble. Vous savez, M. Levin, qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes en train d'assister ici à des politiciens véreux, à des opposants véreux qui veulent accomplir leur agenda. Je prends l'exemple de Mathias Nzo. Je vais revenir à votre question, je sais où je veux vous emmener. Je vais aussi demander aux téléspectateurs, ceux-là qui auront l'occasion de regarder cette vidéo, de faire attention à ce que je vais dire maintenant. Monsieur Mathias Nzo a fait la guerre avec Ntoumi. Monsieur Mathias Nzo, c'est lui qui a financé le pouvoir de Brazzaville. La guerre de Brazzaville, c'est lui qui l'a financée en 1998. En 2009, il était parti voir le révérend pasteur Ntoumi pour que le révérend le soutienne, qu'il soutienne sa candidature. Sachant bien que c'est lui qui avait financé la guerre du 5 juin, la guerre de 1997, la guerre de 1998, il était le ministre des Finances. Mathias Nzo était un rebelle. Ce n'est pas un opposant. Vous comprenez? Mais lui, il refuse aujourd'hui, Mathias Nzo refuse qu'on puisse considérer le révérend Ntoumi comme étant membre de l'opposition congolaise. Ça dépend de lui, de qu'est-ce qu'il pense Mathias Nzo. Mais nous également, dans l'opposition, on ne considère pas Mathias Nzo comme étant un opposant. Mathias Nzo est un rebelle. Pourquoi? Il a fait partie du système Sassou Nguesso. Ce n'est pas parce que quand tu es au pouvoir, tu n'es pas opposant, mais quand Mathias Nzo a été éjecté de son fauteuil, il devient opposant. Donc ça, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui s'est rebellé parce que tout simplement, il avait perdu son fauteuil. Vous comprenez? C'est là toute la différence entre le révérend pasteur Ntoumi qui n'a jamais travaillé à l'époque avec M. Denis Sassou Nguesso et Mathias Nzo qui a travaillé avec Sassou Nguesso et qui est passé à l'opposition tout simplement parce qu'il était frustré. C'est ça la rébellion.
Tous les membres qui ont constitué le FROCAD hier ont travaillé tous avec Sassou. C'est des rebelles. Tout simplement, ils avaient perdu leur poste. Que ce soit Mounarik, Mathias Nzon, aujourd'hui on a parlé de Mokoko, de Okombi Salissa, tout ce monde-là, c'est des rebelles. Donc eux, ils se rebellent face à un système qui est despotique. Qu'ils ont eux-mêmes créé, parce qu'ils sont à l'origine de ce système-là. C'est eux qui ont créé Sassou Nguesso. C'est Mathias Nzon qui a financé la guerre de 1997. C'est Mathias Nzon qui était le financier en 1998. Vous comprenez? Donc Mathias Nzon n'est pas un opposant, c'est un profito-situationniste. Il veut attirer l'attention en parlant du révérend pasteur Antoumi, alors qu'en 2009, c'est lui qui est parti voir le révérend pasteur Antoumi en sollicitant l'aide du révérend pasteur Antoumi. Donc, c'est là, les propos de Mathias Nzon nous emmènent à croire et à dire que eux, les hommes du Nord, ceux-là qui hier travaillaient avec Sassou Nguesso et qui ont été éjectés de leur pouvoir par la suite, qui sont devenus des opposants, ont un agenda caché. Ils voulaient utiliser les leaders du pôle. Ils voulaient utiliser les leaders du pôle, notamment Guibris Parfait Kolela, le révérend pasteur Antoumi, pour asseoir leur agenda. Et comme cela n'a pas marché, Mathias Nzon sort des propos que nous avions entendus quand il est passé dans une des chaînes ici dans la diaspora. Donc, il n'y a pas de guerre de leadership dans le pôle. Ces deux grands leaders que nous avions dans le pôle, Guibris Parfait Kolela et le révérend pasteur Antoumi, qui travaillent, chacun a sa vision de voir les choses, mais les deux travaillent pour la population du Congo, pour le bien de la population du Congo. On aimerait aussi savoir, est-ce que le salut du Congo peut-il venir du révérend pasteur Antoumi? Si oui, comment et pourquoi? Écoutez, le salut du Congo peut venir de n'importe quel Congolais. Ça peut venir de toi, ça peut venir de moi, ça peut venir du révérend pasteur Antoumi s'il s'implique dans ça. Et comme il a su le faire tout le temps. Ce que nous voulons au Congo actuellement, c'est la paix, premièrement. Et nous voulons qu'il y ait, que cette paix se pérennise afin que ceux qui veulent être des candidats à une quelconque élection présidentielle le fassent avec dignité, avec confiance et sans craindre quoi que ce soit. Quelle est ta vision pour le révérend pasteur Antoumi? Écoutez, le révérend pasteur Antoumi est le président fondateur du CNR. Il est toujours président jusqu'à preuve du contraire. Je l'avais dit en amont que c'est un homme, c'est un humaniste. C'est un homme de paix. Et nous sommes en très bons termes en tant que collaborateurs. Ce qu'il veut du Congo, c'est la paix et le développement de ce pays-là. Il y a eu notamment dans l'actualité politique de notre pays, à un moment où le CNR a été suspendu dans la considération notamment de notre pays comme étant un parti politique. Aujourd'hui, ces mêmes autorités réintègrent encore ce parti dans le processus partisan de notre pays. Mais on aimerait savoir, qu'est-ce que vous pensez concrètement, puisque l'actualité aussi aujourd'hui, ce sont les élections 2021, j'allais dire, excusez-moi, 2021. Vous qui, hier, on vous avait effacé de la liste des partis politiques du Congo, aujourd'hui, on vous réintègre dans cette liste-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de ces élections-là, présidentielles ou législatives? Comment vous analysez ça dans votre parti, avec vos partisans? Comment vous préparez à ce moment qui sont très historiques pour notre pays? Merci, Monsieur Levin. Écoutez, le Congo va connaître une période électorale en 2021, éventuellement donc les élections présidentielles. Le CNR, à date, n'a pas un candidat à ces élections présidentielles-là. Pour ma part, je considère actuellement que le président Denis Sassou Nguesso a fait son temps, premièrement. La Constitution de 2016 ne lui donnait plus la possibilité ni l'autorisation de se représenter. Mais le monsieur est là, il est président du Congo. Le CNR n'a pas un candidat. Il y a beaucoup d'autres candidats, comme Guibris Parfait Kolela. Vous savez qu'est-ce que je pense de ces élections? Et là, je veux m'adresser directement au président de la République.
Monsieur le Président, n'écoutez pas des gens qui sont autour de vous, qui ne veulent pas que vous preniez votre retraite. Pensez d'abord à la population du Congo, à ce pays-là qui vous a tout donné dans votre vie et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce que je pense des élections en 2021, notre pays actuellement est divisé. Qu'on ne vous trompe pas, le pays est divisé. L'homme du Sud pense que les Mboshi, les hommes du Nord, sont en train de dilapider le pouvoir ou les richesses du pays. Et moi, je dis, c'est archi faux. Ce n'est pas tous les Mboshi qui profitent. Ce n'est pas tout l'homme du Nord qui profite de ça. C'est un clan. Oui, peut-être qu'ils sont Mboshi, mais il y a des Téké, il y a des Lari là-dedans aussi. Donc, ce n'est pas les Mboshi. Il faut qu'on enlève un peu cet amalgame-là, que les gens pensent que ce sont les Mboshi seulement qui bouffent l'argent là-bas. Donc, c'est un système, c'est un clan de Sassou et ses amis. Je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'il est le président de la République, s'il veut la paix au Congo-Brazzaville, vous savez quoi? Qu'il laisse la place à Guy Brice Parfait Kolela. Vous êtes pour que Paco, comme on le surnomme, puisse notamment être celui qui doit être choisi comme le successeur du président actuel de la République du Congo? Vous savez, aujourd'hui, si on fait des élections présidentielles au Congo, libres et transparentes, le révérend pasteur Antoumi n'est pas candidat. Et il a déjà dit dans le passé qu'il ne veut pas être candidat aux élections présidentielles. Si Denis Sassou Nguesso laisse le pouvoir, je dis bien, on ne va pas faire semblant d'aller aux élections en 2021. S'il met Guy Brice Parfait Kolela, président de la République du Congo, il y aura la paix. Vous savez, ce monsieur, le Guy Brice Parfait Kolela, c'est un homme très sage. Très, très sage. J'avais dit ça dans l'une de mes conférences au Canada, j'avais dit ça. Quand il y a eu mouvement, quand il y a eu l'IDC Frocade, là, leur union qu'ils avaient faite, cette union, l'IDC Frocade avait appelé à une manifestation. On avait remarqué dans le sud, les gens étaient sortis, au nord, il n'y en avait pas. Guy Brice Parfait Kolela avait usé de toute sa sagesse pour ne pas demander à la population du pôle de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça et qui lui ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais en tant qu'observateur et analyste, en tant qu'acteur politique, président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge, président de l'opposition constructive au niveau des États-Unis, Canada, nous avions réfléchi, c'était une idée très très mûre et sage de la part de Guy Brice Parfait Kolela. La police, les militaires de Brazzaville n'allaient pas hésiter de tirer à balles réelles sur la population. Donc, ce qui nous emmène à dire que cette décision de Guy Brice Parfait Kolela de ne pas envoyer nos enfants à l'abattoir était une décision très sage de sa part. Si nous faisons des élections présidentielles au Congo-Brazzaville libres et transparentes, Guy Brice Parfait Kolela va l'emporter. Donc c'est pourquoi nous demandons à M. Denis Sassou Nguesso, si vous voulez que le Congo retrouve sa sérénité, la paix, l'unité nationale, ne faisons pas semblant. Donne le pouvoir à Guy Brice Parfait Kolela, le Congo va retrouver sa paix et l'unité nationale. Je connais la moralité de cette personne-là. Oui, mais cette même personne dont vous connaissez la moralité ou dont vous êtes en train aujourd'hui de glorifier la sagesse, c'est aussi cette même personne qui avait relaté jadis, quand il y a eu des troubles dans le pôle, que pour lui, il trouvait que le pôle n'était pas en guerre et que cette guerre n'avait pas lieu d'être. Au moment où, dans le pôle, on savait tous qu'il y avait l'armée qui notamment était à la recherche d'un Ntoumi, qui pilonnait, et des populations qui étaient en fuite. Effectivement, monsieur Lévin, c'est ça qui m'emmène à dire qu'il y a un agenda caché. C'est-à-dire que dans les politiques de notre pays, oui, Paco l'avait dit, et c'est normal, parce que la police, l'armée étaient présents jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, nous avions signé des accords de paix et de cessation des hostilités. Mais ils sont toujours présents dans le pôle et ils occupent toujours les positions qu'ils occupaient
avant les hostilités. Pourquoi sont-ils pas sortis du pôle? Ils sont toujours là. Donc cette guerre n'avait pas son lieu d'être. Et j'avais dit dans la question précédente, c'est le président de la République qui souffre le chaud et le froid. À votre avis, M. Lévin, qu'arrivera-t-il à un juge qu'on envoie dans une prison où la moitié des prisonniers a été envoyée par lui? Vous comprenez? Je comprends. Il a raison de le dire. Il y a juste des gens qui analysent mal. Il y a des profito-situationnistes. Je prends le cas de Mathias Nzon, qui hier travaillait avec le pouvoir, mais qui a été déçu à un certain moment et qui est devenu opposant. Mais ce n'est pas un opposant. Qui hier, en 2009, il a fait 3 tours à Soumouna juste pour aller pleurer sous l'épée du révérend pasteur Ntoumi, que le révérend pasteur Ntoumi puisse l'accompagner, puisse l'aider à accéder à la magistrature suprême. Le révérend pasteur Ntoumi avait dit non. C'est en 2016, quand le révérend pasteur Ntoumi soutient Parfait Kolela, vous avez vu, il est passé dans Ziana TV ici à Paris, de raconter de n'importe quoi au nom du révérend pasteur Ntoumi, au nom de Guy Brice Parfait Kolela. Donc pour Mathias Nzon et son clic, pour Mathias Nzon, il voulait utiliser Guy Brice Parfait Kolela, d'abord les opposer entre eux avec le révérend pasteur Ntoumi et utiliser le révérend pasteur Ntoumi pour accéder au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, il allait peut-être chercher l'époux sur la tête du révérend pasteur Ntoumi. Mais nous avions compris leur jeu. Nous avions compris leur jeu. Donc c'est en comprenant le système Mathias Nzon qui aujourd'hui se dit mais nous savions que le révérend pasteur Ntoumi ne sera pas à Brazzaville. Il est passé sur Ziana TV. Cette chaîne-là dont j'ai eu des informations qui travaille pour la DGST. Parce que j'avais demandé à Ziana TV, effectivement, Mathias Nzon est passé sur votre chaîne, il a parlé du révérend pasteur Ntoumi, il a parlé de Guy Brice Parfait Kolela. D'après vous, pourquoi Mathias Nzon parle seulement de Guy Brice Parfait Kolela et du révérend pasteur Ntoumi? D'après vous, pourquoi? Pourquoi il n'a pas parlé de Moukoko? Pourquoi il n'a pas parlé de Okombi? Peut-être c'est pour les diaboliser. C'est tout simplement ça. C'est pour les diaboliser. Donc, il parle de 2 leaders que nous avions dans le pool en disant qu'ils ne vont pas accéder à la magistrature suprême. Et c'est lui, Mathias Nzon, qui va accéder. Alors que lui, il a fait la guerre avec Ntoumi en 98. Mathias Nzon a fait la guerre avec Ntoumi. C'est lui qui a installé Sassou Nguesso au pouvoir en 98, Mathias Nzon. Est-ce que vous pensez que cette personne peut dire du bien du révérend pasteur Ntoumi? Non. Est-ce qu'il peut dire du bien de Guy Brice Parfait Kolela? Je ne crois pas. Donc, c'est maintenant à la population du Poul, à la population du Sud, aux Congolais d'être très sages, parce qu'il est en train de s'aimer l'ambiguïté dans la tête des Congolais. Vous comprenez? Ziana TV, c'est une chaîne qui travaille avec la DGST. Il choisit les opposants, il choisit des gens avec qui il va parler, mais il ne veut pas affronter la vérité en face. Parce que je l'ai appelé à plusieurs reprises, je lui disais que je vais venir ici. Tu es un grand journaliste, Lévin. L'arbre à palabre, je te respecte énormément, parce que quand je vous ai appelé, tout de suite, vous avez dit, Monsieur Sostène Samba, vous êtes un grand leader politique, venez, on va faire l'émission. J'ai appelé Ziana TV, Sir Makosso, en lui disant la même chose. C'est toi qui avais reçu. Le 26 juin, il reçoit Mathias Nzon. Le 7 juillet, il reçoit 2 autres gars qui viennent toujours parler du mal des leaders du pool. Vous comprenez? Donc, Ziana TV joue un jeu très risqué et méchant. Donc, il choisit les gens qui viennent pour insulter les leaders du pool et il ne veut pas que ces mêmes leaders du pool-là, que leurs représentants prennent la parole sur sa chaîne. Donc, Ziana TV, c'est une chaîne qui travaille avec le pouvoir de Brazzaville. Il est entretenu par certains opposants qui font le jeu du pouvoir de Brazzaville. Ces opposants-là, qui ont un double agenda, mais qui n'ont pas réussi à manipuler les leaders du pôle, aujourd'hui qui passent sur cette chaîne bidon, Ziana TV, pour venir diaboliser Guy Brice Parfait Kolela et le révérend pasteur Ntoumi. Mais nous avions compris leur jeu. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça, des opposants profito-situationnistes et des chaînes de télévision ici dans la diaspora, surtout en France, qui travaillent avec le pouvoir de Brazzaville. Dans Ziana TV, ils travaillent avec le pouvoir de Brazzaville. Nous avions su ça. Ces opposants-là viennent par exemple à Paris et nous n'avions jamais vu Mathias Nzon ou le chef de l'opposition congolaise qui est Tati Mabiala ait été reçu à l'Élysée ou à Matignon ou au Quai d'Orsay. Et pourtant, dans d'autres pays, nous voyons bien ces opposants-là qui sont reçus par Macron aujourd'hui.
Vous comprenez? Donc, ils peuvent peut-être être reçus officieusement, mais officiellement, nous n'avions jamais vu ni Mathias Nzon, ni un des opposants congolais être reçus ici par les officiels, officiellement à Paris. Vous comprenez? Donc, ils arrêtent de diaboliser l'homme du pool, les leaders du pool. Mais nous avions compris leur jeu. Et on ne se laissera plus berner comme ça. Le peuple n'est pas dupe. Donc, c'est des gens qui ont un agenda caché, qui ont voulu utiliser les hommes du pool pour venir à bout de leur agenda. Mais ça ne marche pas. Pour notamment terminer cette émission, avant de terminer, j'ai 2 questions notamment. Je voulais qu'on puisse aussi soulever avec vous. Je vais parler des jeunes miliciens qui entourent le révérend pasteur Ntoumi. Il y en a pêle-mêle, il y a le général Vagaro, il y a Capo, etc., etc. J'aimerais savoir, vous en tant que collaborateur de ce résistant, comme vous l'avez su notamment le nommer, qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce que vous pensez faire de ces jeunes qui ont sacrifié quand même leur vie pour défendre la vision de la résistance avec ce monsieur ou qui ont notamment combattu pour que la guerre ne domine pas dans ce département poulois. Qu'est-ce que vous pensez de la vie de ces jeunes? Parce qu'en quelque sorte, ils ont une vie aussi sacrifiée. Effectivement, Monsieur Lévin, nous avions soumis une feuille de route au pouvoir de Brazzaville. Notamment quand il y a eu la cessation des hostilités, la fin de ce conflit, la feuille de route est là. La feuille de route est là pour la réinsertion des ex-combattants dans l'armée régulière, l'occupation des cadres du CNR dans les hauts fonctions de l'État. Ça, c'était les accords que vous avez conclus avec le pouvoir en place? Avec le pouvoir en place. Donc, il y a une feuille de route que le pouvoir en place, que le gouvernement de Brazzaville devrait suivre afin que ces jeunes-là ne soient pas délaissés à eux-mêmes. Donc, les ex-combattants, les ninjas, il y a eu des mobilisations, ils ont remis les armes. C'est maintenant au pouvoir de Brazzaville d'en prendre soin. De notre côté, on essaye un peu de faire intervenir des organismes, des associations à but non lucratif, des associations humanitaires pour venir aider cette population-là. Le révérend pasteur Ntoumi et moi-même, on avait eu l'idée, le pool, dans un pays qui se respecte, un gouvernement qui se respecte, le pool devrait être considéré comme une zone sinistrée. Tout le pool. Et on avait même demandé qu'il y ait une exonération de douane pour le pool, afin d'aider à la reconstruction de cette région-là. Vous comprenez? Donc, le gouvernement de Brazzaville, nous estimons qu'ils vont suivre la feuille de route qui leur a été soumise afin que ces jeunes-là retrouvent l'emploi, la réinsertion des ex-combattants dans l'armée régulière et ceux qui ont les diplômes, pourquoi ne pas occuper les fonctions dans la fonction publique, etc., etc. Ma dernière question serait notamment de savoir, le mouvement citoyen Carton Rouge, c'est quoi concrètement? Okay. Merci beaucoup. Écoutez, le mouvement citoyen Carton Rouge, c'est un mouvement à essence populaire. Ce mouvement est né au Canada où je réside. Dans quelle ville? C'est à Montréal. Donc à Montréal, on était étudiants à l'époque. Nous avions mis en place le Carré Rouge à l'époque où Pauline Marois était encore Premier ministre du Québec. Donc c'était pour dénoncer un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Québec. Et de là m'est venue l'idée de créer le mouvement Carton Rouge. Au Canada, c'était le Carré Rouge. Alors nous avions juste pris ce même label, ce même concept pour mettre le carton rouge. Pourquoi? Suite à notre pays, la dictature qui dure depuis plus de 40 ans, le manque d'électricité, le plein chômage au pays, le manque d'eau potable, la santé ne marche pas. Donc à cette époque, nous avions voulu mettre en place ce mouvement citoyen Carton Rouge et nous avions invité les Congolais à y adhérer massivement afin de sanctionner la mauvaise gouvernance du pays. Donc, ce que nous voulons actuellement, comme je vous l'avais dit en amont, M. Lévin, nous réclamons de l'opposition constructive. Hier, quand il y a eu la guerre, les hostilités, nous avions demandé qu'il y ait le dialogue, ce qui a été fait. Mais
On ne doit plus chaque fois, à chaque moment dialoguer. On en a eu des dialogues. On a eu le dialogue de Sibiti, on a eu le dialogue de Ouesso, on a eu le dialogue de Brazzaville, le dialogue de Iné. On a eu plein de dialogues. Mais le peuple ne se retrouve toujours pas. Et chaque fois qu'il y a dialogue, il y a partage du pouvoir. Actuellement, il y a des opposants qui appellent encore au dialogue. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ce dialogue? Un unième dialogue. On en a déjà eu des dialogues au pays. Qu'est-ce que je propose, moi? Je propose plutôt qu'on ait un forum économique et social pour le Congo, afin de définir les priorités de notre pays. Pourquoi notre pays aujourd'hui est en proie à la crise? Le FMI vient d'octroyer encore le prêt au Congo. Et c'est une bonne chose, et c'est une mauvaise chose. Une bonne chose, oui, parce que les gens vont être payés et tout, mais une mauvaise chose, parce qu'on ne doit pas tout le temps rester des bébés. Le Congo doit diversifier son économie. On ne doit pas compter que sur le pétrole. Ce que nous proposons actuellement, c'est qu'il y ait un forum économique et social du Congo. À vous entendre parler, donc accepter les aides financières étrangères ne nous permet pas d'être matures. Vous savez, le Congo, c'est un petit pays. De 342 000 km², plus de 4 millions d'habitants. C'est un petit pays qui a le pétrole, qui a les potentiels. Il est entouré d'eau, il est entouré de forêts. Aussi longtemps que nous ne diversifions pas l'économie de notre pays, on va toujours rester là à demander de l'argent, de l'aide ailleurs. On prend l'exemple du Ghana, aujourd'hui qui a diversifié son économie, qui n'a pas besoin de l'argent du FMI. Pourquoi un petit pays comme le Congo ne peut pas faire pareil? C'est pourquoi nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un forum. Je pense qu'il y ait un forum, c'est ce que je propose au gouvernement de Brazzaville. Il faut qu'il y ait un forum économique et social pour le Congo afin de définir les balises. Le Congo a des cadres, le Congo a des économistes, le Congo a des financiers. On peut réfléchir pour l'avenir du Congo, de l'après-pétrole, et soumettre une feuille de route à ce gouvernement-là. Voilà qu'est-ce que les Congolais veulent. Parce que si Mathias Nzan, ces opposants-là qui demandent le dialogue, c'est pour partager le pouvoir après. Parce qu'après le pouvoir, après le dialogue, il faut partager le pouvoir. C'est encore là un gâteau qui veulent se tailler entre eux. Mais est-ce que la population va manger ce dialogue? Donc les vrais problèmes auxquels nous devrons nous atteler actuellement, c'est l'économie de notre pays qui ne va pas. C'est pourquoi je lance cet appel. Il faut qu'il y ait un forum économique et social pour le Congo afin de définir les priorités de notre pays. Merci notamment de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Sostène Samba. Je crois que vous êtes même ici dans la diaspora pour voir aussi les bases de comment créer ce forum dont vous proposez à nos autorités, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Il y aura des audits. On va essayer de proposer cette idée-là. Je l'ai lancée, c'est une idée qui m'est venue. Je l'ai lancée comme ça, acquis de droit. Si les Congolais, le gouvernement du Congo peut bien réfléchir sur l'avenir du Congo, pourquoi pas. Donc le dialogue politique, ça ne sert à rien. On en a eu des dialogues. Vous imaginez, M. Levin, j'ai été contacté au Canada par un organisme. Cet organisme-là a plus de 100 membres. 50 étaient prêts, 50 de ces membres étaient prêts à venir au Congo et chacun devrait investir 10 000. C'est-à-dire de son voyage, son séjour au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo, devrait coûter 10 000. 50 Canadiens. Les 50 Canadiens multipliés par 10 000, ça fait combien? 500 000. En dollars. En dollars. Donc c'est ce que le Congo a perdu. Parce qu'il n'y a pas de site touristique. Il n'y en a pas au Congo. Vous voyez, il n'y a pas de site touristique. Les gens m'ont contacté, disent oui, monsieur Samba, nous avions suivi le mouvement, nous t'avons écouté dans les conférences, mais nous, on aimerait venir au Congo. Ils étaient au nombre de 50. Et chaque Canadien devrait dépenser au moins 10 000 dollars sur place au Congo. On aurait embauché des restaurateurs, on aurait embauché des guides, on aurait embauché des chauffeurs, même les hôtels allaient faire de l'argent. Mais on a perdu cet argent-là tout simplement. Pourquoi? Il n'y a pas de site touristique au pays. Il n'y en a pas. Donc voilà un peu à quoi on doit s'étaler maintenant. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes de l'opposition constructive. Il faut qu'on réfléchisse au devenir du pays. Il faut qu'on définisse qu'est-ce que le pays veut économiquement. Mais aussi longtemps que nous tournerons autour du pot, le pays ne va pas décoller et finalement on va rester là à se chamailler et à acheter des petites bêtes qui a fait quoi, qui est quoi. Mais pensons plutôt à l'avenir du pays. Votre message notamment envers cette jeunesse congolaise qui se sent abandonnée, qui est aujourd'hui une jeunesse à majorité sans emploi.
Écoutez, qu'est-ce que je peux dire à la jeunesse au Congo? Oui, c'est vrai que c'est difficile. On remarque la désolation des jeunes cadres du pays qui finissent à l'université mais qui n'ont pas d'emploi. Moi, le seul message que je peux leur dire, c'est de ne jamais baisser les bras. Ne jamais, jamais baisser les bras. Tout est mouvement, tout est changement. Le pays ne restera pas éternellement comme ça. Il y aura le plein emploi au Congo parce que nous sommes un petit pays. On n'est pas nombreux. Et le Congolais mérite mieux que ça. Donc, soyez sûrs que le pays va changer. Mais que le pouvoir de Brazzaville, le gouvernement de Brazzaville doit prendre ses responsabilités afin de diversifier l'économie, afin qu'il y ait des audits, le forum économique, social pour le pays et que ces jeunes-là retrouvent vraiment le goût de vivre encore de ce pays. Puisque nous remarquons aujourd'hui la fuite des cerveaux. Nous avions des cadres au pays, mais qui immigrent à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la stabilité politique au pays, il n'y a pas la stabilité économique au pays, il n'y a pas la stabilité sociale au pays. Mais qui peut garantir cela? C'est le pouvoir en place. Donc, asseyons-nous, qu'on ne nous parle pas de dialogue politique, mais qu'on nous parle vraiment d'un forum économique et social afin de définir les priorités pour notre pays. Merci, Monsieur Sostène Samba, président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge. Sur ce, je vous dis à la prochaine émission où il y aura une nouvelle thématique et une nouvelle thématique.